C'est parti. Donc, le sujet du jour, c'est créer, collectionner et vendre des NFT, donc sur une plateforme que nous avons créée. Donc déjà, avant de commencer, qui sommes-nous? Parce que certains ne savent peut-être pas. Donc nous sommes une société qui s'appelle French ICO. Alors effectivement, dans le nom, il y a une connotation ICO, puisque à la base, on était une plateforme qui faisait de l'accompagnement pour les ICO. C'est toujours le cas, mais on a ajouté une deuxième activité à notre métier, qui sont aussi les NFT, donc les tokens non fongibles. Donc en fait, on a deux activités qui sont complètement complémentaires. Les ICO, c'est de l'émission de tokens fongibles, et le NFT qui est un token non fongible. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui, en tout cas, la partie NFT. Pour la petite histoire, donc une société marseillaise qu'on a créée en 2018 et nous avons levé 575 Ethers dans le cadre d'une ICO que l'on a fait sur notre propre plateforme, c'était la moindre des choses. Donc là, le chiffre est plus bon puisque au cours du jour, les 575 Ethers représentent à peu près 1,2 million. Donc on a effectivement dépensé un peu d'argent entre-temps. Il doit nous rester à peu près, enfin c'est pas il nous reste à peu près 750 000 euros en trésorerie. Donc finalement cette levée de fonds de 575 Ethers en juin 2020 nous est très utile puisqu'elle nous permet d'avancer sur nos projets et sur de nouveaux projets. Et cette ICO qu'on avait réalisée en juin 2020, elle avait fait l'objet du premier visa accordé par l'AMF qui avait été délivré le 17 décembre 2019. Donc c'est grâce aussi à ce visa que l'on a pu faire notre ICO. Nous sommes deux associés et ensuite on travaille avec des partenaires plutôt que pour l'instant avoir... pardon, je vais revenir sur le slide précédent. Donc nous sommes deux associés, mais on travaille essentiellement avec des partenaires. Alors, on n'a pas envie d'avoir beaucoup de partenaires, on a des partenaires par métier, et ensuite ces partenaires par métier ont eux-mêmes leurs partenaires, mais nous on a des interlocuteurs juridiques, marketing et expertise comptable. Voilà, mais c'est que des partenaires extérieurs, c'est-à-dire que pour l'instant on n'a pas internalisé la ressource pour des raisons simples à comprendre, c'est des charges fixes. Aujourd'hui on est encore en mode start-up, donc on n'a pas envie de dépenser de l'argent et surtout pas trop de frais fixes. Avant de commencer, je vais juste vous expliquer rapidement ce qu'est les NFT, mais je pense que beaucoup savent, mais au moins ça permet de remettre un petit peu pour mieux comprendre le sujet. Donc Bitcoin a été créé en 2008 et une autre blockchain qui a été créée en 2015 qui s'appelle Ethereum. Donc a apporté une valeur ajoutée assez intéressante, c'est les smart contracts. Et c'est grâce à ces smart contracts que l'on peut faire aujourd'hui de la finance décentralisée, entre autres, mais aussi du NFT, des levées de fonds en crypto-monnaie, etc., etc. Donc c'est en fait le smart contract, c'est du code informatique qui s'injecte directement dans la blockchain et qui permet de s'exécuter de façon automatique. Alors en fait, il exécute le programme qu'on lui a rentré. Donc, mais grâce, en fait, c'est depuis 2015 que on va dire que la blockchain fait parler d'elle, puisque c'est grâce, entre autres, à ces smart contracts qu'on peut avoir tous les usages que l'on a aujourd'hui. Et entre autres, les NFT. Entre autres, parce que c'est pas que ça. Donc, pour comparer Internet à la blockchain, Internet, depuis Internet, ça tout le monde le sait, puisque maintenant tout le monde utilise Internet, depuis Internet, transférer de l'information n'a jamais été aussi simple. Donc en fait, on peut transférer effectivement des emails. Un email, c'est instantané. Consulter des sites Internet, c'est ce que j'appelle de l'information. On peut la consulter en temps réel. Ça peut être mis à jour en temps réel. Et tout va très vite grâce à Internet. Maintenant, l'information se diffuse très vite. La blockchain, donc depuis 2008, grâce à Bitcoin, c'est transférer de la valeur qui n'a jamais été si simple. Et là, on va vraiment le comprendre via le NFT, puisque le NFT, c'est la définition même, en fait, finalement, je trouve, de l'usage de la blockchain, c'est le transfert de la valeur. C'est le stockage de la valeur et le transfert de la valeur. Ou même dans le Bitcoin, au moment où le Bitcoin a été créé, c'était effectivement l'intérêt, c'était de pouvoir transférer de la valeur, donc, comme de la monnaie aujourd'hui, mais à l'international, de manière totalement décentralisée, donc sans intermédiaire entre les deux, sans banque, etc., etc. Bref, les NFT. Donc ça, c'est une source du journal du coin, hein, c'est un journal français qui parle beaucoup de crypto-monnaie, que je vous invite d'ailleurs à aller consulter si vous ne connaissez pas. Le premier NFT Ethereum a été vendu par Christie's, donc c'est une entreprise qui fait des ventes aux enchères aux États-Unis, a vendu son premier NFT 60 millions de dollars. Mais ça n'a été que le début finalement de
de la folie des NFT qui ne fait que augmenter. Et aujourd'hui, il y a des œuvres qui se vendent plusieurs millions, effectivement, de dollars en un clic. Donc ça, c'était une œuvre d'art qui était bon, malgré tout intéressante. C'est une multitude de petites photos numériques et en plus qui sont animées pour certaines, qui a été vendue. Donc c'est une œuvre numérique, hein. C'est pas une œuvre physique, c'est une œuvre numérique. 69 millions de dollars. Un autre exemple, pour vous aussi vous montrer tout ce qu'on peut faire en termes de NFT, c'est Jack Dorsey, donc le fondateur de Twitter, qui a vendu aux enchères son tout premier tweet, qu'il l'a vendu 2,9 millions de dollars. Donc là, on est vraiment dans de l'œuvre ou dans du NFT totalement numérique, 100% numérique. C'est-à-dire que derrière ça, il n'y a pas d'œuvre physique. Nous, ce qu'on apporte sur notre plateforme, c'est en fait la possibilité de tokeniser des œuvres physiques. On va y venir juste après. Donc là, c'est la comparaison rapide pour ceux qui sont un peu dans la blockchain entre un jeton fongible. Donc ça, c'est de la monnaie. Le Bitcoin est un jeton fongible. L'Ether est un jeton fongible. Le DAI, l'USDT, en fait, toutes ces crypto-monnaies en fait, sont des jetons fongibles. C'est-à-dire qu'un Ether vaut un Ether et on peut échanger un jeton fongible contre un autre jeton fongible qui aura exactement la même valeur. Un jeton non fongible, ils sont uniques. C'est-à-dire qu'il a une caractéristique qui est dans ce jeton qui le rend unique. Et c'est grâce à cette unité qu'en fait qu'on peut créer des certificats d'authenticité par exemple ou tokeniser des œuvres d'art. C'est-à-dire qu'on a une œuvre d'art qui est tokenisée sous forme d'un NFT. Et bien en fait ce NFT sera la caractéristique unique de l'œuvre ou de l'objet physique ou numérique qui auront été créés. Donc le sous-jacent en fait du NFT peut être un objet physique ou un objet numérique, mais unique. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, c'est juste pour la définition. J'imagine que beaucoup ici connaissent déjà tout ça, mais on va venir après à la plateforme. Ça sera beaucoup plus facile. Il y a une faute d'orthographe. Faites pas trop attention. NFT, donc ça veut dire non-fungible token, donc jeton non fongible. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc la valeur reste en lieu sûr pendant que la valeur circule. Donc en fait, la valeur d'un objet physique ou d'un objet numérique, enfin un objet physique, plus particulièrement une toile par exemple, peut rester dans un musée ou peut rester dans la galerie de l'artiste, dans l'atelier de l'artiste, et c'est le token qui va circuler, qui va se vendre, et c'est le dernier acquéreur du jeton qui va dire bah moi je veux l'œuvre, donc j'échange mon jeton contre l'œuvre, et il va recevoir l'œuvre. Alors il y a un intérêt qui est énorme, c'est-à-dire que l'œuvre, étant donné qu'elle est en lieu sûr, elle ne peut pas être copiée et échangée, enfin on ne peut pas échanger la vraie œuvre contre une fausse par exemple et revendre du coup la fausse. On peut aussi tokeniser du vin, c'est assez simple à comprendre. Le vin, la bouteille de vin reste au château, elle est à température, elle n'est pas manipulée dans tous les sens et le vin n'est pas volé. C'est-à-dire que souvent, le problème du vin, c'est que le vin peut être vendu plusieurs fois aux enchères et il y a un petit malin entre deux qui va aspirer le vin, donc le vrai vin, et il va mettre du mauvais vin dedans. Et il va continuer à vendre cette bouteille qui en fait ne contient plus du tout le vin d'origine. Et c'est surtout que la bouteille, en plus, a été manipulée dans tous les sens. Donc on va dire que la qualité du vin initial, il y a de grandes chances qu'elle soit perdue. Donc en fait, le NFT, on est dans la définition même de la blockchain, c'est-à-dire le transfert de la valeur. Un objet de valeur, dans le cadre d'un objet physique, c'est plus facile à comprendre. L'objet physique va rester dans un lieu sûr et c'est le token qui va se vendre, en fait, qui va s'échanger, enfin, qui va circuler. Et en plus, qui circule à la vitesse d'Internet. Donc en 15 secondes, le token peut être passé de Chine à Singapour et revenir en France ou repartir en Allemagne. Ça va très vite, alors que l'objet physique, lui, est resté dans un lieu sûr. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, on va aller directement sur la plateforme, ça va être beaucoup plus simple. Juste un détail, c'est que notre token non fongible, donc c'est un token, c'est une donnée numérique hein, qui est inscrite dans la blockchain. Nous, la particularité de notre token, donc nous on l'appelle NFT+, puisqu'en fait c'est un token qui est paramétrable. C'est pas un simple NFT ERC721 pour ceux qui connaissent. On n'a pas repris, copié-collé le code source en fait d'un ERC721. On lui a rajouté du code qui permet de le rendre paramétrable. Et grâce à ces paramètres qu'on peut injecter dans les NFT, dans nos NFT, bah en fait, ça permet d'aller, ça devient une vraie clé en fait, qui permet aux propriétaires du NFT d'accéder à des données privées. Des données privées, ça peut être quoi? Ça peut être tout un tas de choses, hein, des températures, des accès à des webcams, etc., etc. Donc dans le cadre par exemple de la tokenisation d'une bouteille de vin, on peut très bien donner à des accès aux propriétaires. Donc déjà, il est propriétaire de la bouteille de vin en question, mais en plus, grâce à ces données qu'on va intégrer dans nos NFT, il peut accéder à la webcam, c'est peut-être idiot, mais à la webcam en temps réel de sa bouteille de vin qui est filmée
dans la cave. Et ici, il peut consulter en temps réel la température, l'hygrométrie, enfin toutes les caractéristiques qui sont importantes pour une bouteille de vin. Voire même s'il y a des résultats d'audit, par exemple, si le vin a été audité, on peut rajouter un tas de choses qui sont réservées uniquement aux propriétaires. Alors l'accès à des données privées, il est assez facile à comprendre aussi pour des artistes. En fait, un artiste peut tokeniser par exemple un album de musique. Donc le propriétaire du token est donc propriétaire de l'album de musique. Mais en plus, il peut accéder à la webcam, par exemple, en temps réel de l'artiste dans son studio d'enregistrement. Donc pour les fans d'un artiste, c'est assez exceptionnel. Ça apporte une expérience utilisateur qui est assez incroyable. Voilà, donc on va aller voir directement la plateforme, puisque ça, c'est des copies d'écran de la plateforme, donc autant aller directement à l'essentiel. Voilà, donc on a notre plateforme, là on est sur la page d'accueil de frenchico.com, et on a nos deux métiers, donc la levée de fonds en crypto-monnaie et la certification blockchain, donc les NFT. Donc quand on clique ici, voilà, c'est ça. Allons voir ensemble. Donc je vous invite d'ailleurs à aller sur le site et aller voir. On a déjà un créateur avec qui on travaille, qui est une galerie d'art marseillaise, un marchand d'art marseillaise qui nous a mis à disposition des œuvres que l'on a tokenisées. Enfin, c'est lui qui a tokenisé ces œuvres en fait, qu'il a à disposition. Donc nous, sur notre plateforme, déjà, c'est pour ça qu'on insiste sur ça, c'est-à-dire que tous les créateurs, donc tous ceux qui vont créer des NFT, sont des personnes certifiées, personnes physiques ou morales certifiées. Donc ça, c'est important parce que souvent dans des plateformes de NFT qu'on peut voir sur Internet, bah, n'importe qui peut faire un copier-coller d'une photo sur Internet et en créer un NFT. Non, nous, non. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont créer des NFT sur notre plateforme sont forcément certifiées. Donc certifiées, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils nous ont laissé leur pièce d'identité et dans le cas d'une société, leur cabis. Alors, libre à eux, s'ils veulent mettre une fausse œuvre ou créer un NFT d'une fausse œuvre ou de quelque chose qu'ils ne possèdent pas, ils engagent leurs responsabilités. C'est-à-dire qu'effectivement, s'ils commencent à vouloir vendre des fausses œuvres, là pour le coup, c'est leur responsabilité qui est engagée. On ne va pas vérifier et on ne va pas authentifier les œuvres qui sont tokenisées, mais par contre, en tant que société, nous, on a toutes les caractéristiques de la société, on a vérifié l'identité du créateur, donc c'est quand même un peu fou qu'ils s'engagent à tokeniser des fausses œuvres ou des objets qu'ils ne possèdent pas. Donc ensuite, c'est assez simple. La plateforme, la voici. Donc on voit, on a essayé de la faire la plus design possible puisque c'est comme ça aussi que ça marche. Il faut que le produit soit assez mis en valeur. Donc là, on trouve des œuvres. Et quand on clique dessus, on peut aller voir directement l'œuvre en question dans les détails. Donc là, voilà. Et on peut consulter, alors il faut que je me mette effectivement sur la blockchain, parce que là je suis en blockchain test, blockchain Ethereum. Donc tout ça, ça communique avec un portefeuille qui s'appelle MetaMask. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas tout ça, bah, notre plateforme aussi, elle a été pensée pour que même quelqu'un qui n'a pas MetaMask ou qui n'est pas habitué à tout ça, il puisse se connecter. Donc il va avoir un parcours utilisateur qui va l'aider. S'il n'a pas MetaMask d'installer, il va avoir un bouton qui va apparaître et qui va lui dire installer MetaMask, etc. pour que ça soit le plus simple possible. Donc là, on voit l'œuvre, donc on va aller voir directement sur la blockchain Ethereum. Et là, on voit l'œuvre, donc on voit son histoire. Donc elle a été créée il y a 2 jours, et on voit qu'elle a été envoyée sur le créateur. Donc le créateur, son adresse Ethereum est 1F88, on le voit ici, le créateur, il est ici 1F88. Donc qui est le créateur qui est actuellement propriétaire, puisqu'il n'a pas encore mis d'enchères en route. Donc on va voir après comment marchent les enchères. Pardon. Donc forcément, le créateur est de fait propriétaire puisqu'il n'a pas encore vendu. C'est une fois que l'œuvre sera vendue que ça va changer automatiquement propriétaire. Et on aura toute la trace sur la blockchain avec ici le changement d'adresse. On retrouve la description de l'œuvre en question. On rajoute des informations qui peuvent être importantes aussi, les frais de livraison non inclus par exemple. On a l'empreinte numérique. Alors l'empreinte numérique, en fait, c'est l'empreinte numérique du dossier zip qui contient toutes les caractéristiques de l'œuvre, donc la photo de l'œuvre et toutes les caractéristiques de l'artiste, etc., etc. Donc c'est un fichier zip que le créateur a utilisé pour créer l'empreinte numérique. Donc chaque NFT chez nous a une empreinte numérique unique. D'accord? Donc l'empreinte numérique, pour ceux qui connaissent, c'est le SHA-256 en fait, du fichier zip qui a été utilisé pour créer le NFT. Il y a le propriétaire actuel, j'ai expliqué tout à l'heure, et le créateur. Et les créateurs peuvent, c'est eux qui le configurent, toucher des royalties à chaque fois que le token est vendu.
Alors les royalties, en fait, c'est le pourcentage de la plus-value. Si le token est vendu plus cher, le créateur touchera 10% des plus-values obtenues. Si évidemment le token est vendu à perte, enfin moins cher, donc il y a une moins-value, là il ne partage pas les royalties. Donc les 10%, c'est uniquement sur les produits, enfin la plus-value d'une vente, sur une vente. Voilà. Donc là, il n'y a pas encore eu d'enchère de mise en route sur notre plateforme, donc ça va pas tarder à commencer. Et en plus, on a des nouveaux créateurs qui vont bientôt créer leur token. Donc ça, c'est sur le site officiel, vous pouvez y aller. Ensuite, je vais vous montrer quand même comment fonctionne une enchère. Donc là, on est sur mon site de démo. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse des démos, vous pouvez aussi me contacter, ça sera avec grand plaisir. Et là, on trouve des œuvres bon, de Léonard de Vinci, qu'on a certifiées, bien sûr. Et on a dessus, par exemple, celle-ci, je crois on l'a mis aux enchères. Voilà. Alors, il faut que je me remette effectivement sur le blockchain test, parce que là, on est sur le test. Mais le principe est le même sur le site officiel. Voilà. Donc là, il y a une enchère qui est en cours. Alors, on peut ajouter une alerte sur Google Agenda pour être sûr, pour avoir un rappel 1 heure avant la fin de l'enchère. Et puis ici, on voit qu'il y a déjà eu une enchère il y a une enchère qui est en cours. Voilà, le prix de départ, c'est 2 Ethers. L'achat immédiat, c'est 4. Donc, c'est soit l'enchère va de 2 à 4 progressivement jusqu'à la date de fin, ou alors, s'il y a un acquéreur qui veut l'acheter à 4, il fait un achat immédiat. On va le faire. Hop. Voilà. Donc là, c'est MetaMask. On réalise la transaction. Confirmé. Vous voyez, c'était écrit 4, je suis allé un peu vite. Donc, ça veut dire que là, comme j'ai appuyé sur achat immédiat, automatiquement, il me fait une enchère à 4. C'est le prix 4 Ethers, donc c'est le prix officiel. On voit la transaction qui est en cours, hein, tout est transparent, encore une fois. Voilà, donc normalement ça devrait aller assez vite sur la blockchain test. Donc on va attendre. Sauf si on attend trop longtemps, je vais pas vous faire perdre trop de temps. Voilà, donc c'est soit on fait un achat immédiat, voilà, c'est terminé. Soit on fait un achat immédiat, soit on peut faire en surenchère. Donc j'aurais très bien alors forcément plus que le prix de départ. Hein. Donc voilà, terminé. Donc là, comme je suis le nouveau propriétaire du certificat, comme j'ai fait un achat immédiat, bah, je peux le vendre, puisque je suis le nouveau propriétaire. Dans le voir, on le voit, alors, hop, on le voit ici. Là, le créateur, en fait, c'est le créateur qui vient de racheter son token. Donc on va voir l'enchère. Voilà, l'histoire est là. Il a été créé tel jour. Il a été déjà vendu. Voilà, bid, il avait déjà été vendu et en fait le vendeur vient de le revendre et c'est le créateur qui vient de racheter son propre token. Bon, bref. Donc ça c'est. Mais tout est tracé. Euh, Comme je suis le propriétaire, je peux le revendre. Je peux le transférer à une autre adresse ou je peux même le brûler. Alors pour le brûler, il faut être propriétaire et créateur. Il faut avoir les deux caractéristiques forcément. On ne peut pas être uniquement propriétaire pour le brûler. Celui qui est uniquement propriétaire ne peut pas le brûler. Par contre, on peut le transférer ou relancer une enchère. Bon, voilà, donc c'est assez simple. Les enchères, évidemment, sont totalement décentralisées, c'est-à-dire que c'est un smart contract qui exécute l'enchère. Quand quelqu'un surenchérit, eh ben, s'il y a un nouveau surenchérisseur qui surenchérit plus fort, eh ben, du coup, ça rembourse automatiquement le précédent surenchérisseur. Et c'est la nouvelle enchère qui reste, qui prend le dessus, qui est en séquestre. Alors oui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, quand un token quand une enchère est lancée d'un token, alors, quand un token est lancé quand une enchère d'un token est lancée, le token est bloqué dans un smart contract. Il est séquestré dans le smart contract. Donc il est impossible de le récupérer en se disant oh mince finalement j'aurais dû le vendre plus cher. Non, non, l'enchère est lancée, on ne peut pas. Donc c'est uniquement quand l'enchère est terminée que l'on peut que le token est libéré du séquestre. Idem pour les enchères. C'est-à-dire que les enchères, à chaque fois qu'il y a un surenchérisseur, les fonds sont bloqués dans le smart contract de l'enchère et ensuite ils sont libérés uniquement quand l'enchère est terminée ou quand quelqu'un surenchérit au-dessus de l'enchérisseur précédent. Je ne sais pas si je suis très clair. Voilà. Donc c'est assez simple, la plateforme elle est donc en ligne. Là on est en train de prospecter beaucoup de créateurs, d'artistes, de gens qui font de la musique. On a des très très bons contacts. L'avantage, enfin, ce qui leur plaît beaucoup, c'est qu'on est une plateforme française, donc ils ont beaucoup plus confiance et surtout ils peuvent discuter avec nous et c'est une plateforme qu'on peut personnaliser en fait à leurs besoins. Le lien secret qu'on ajoute sur nos tokens les intéresse beaucoup parce qu'entre autres dans les artistes, alors on va le voir là, les liens secrets c'est quand il y a une petite clé comme ça, donc on peut aller dessus, par exemple celui-ci.
Alors il faut être propriétaire et créateur. Alors voilà. Donc là, il n'y est pas parce que je suis pas sur le bon compte. Bon, bref. Donc là, on a un lien public. Donc là, on peut aller voir le lien qui a été mis par le créateur. Donc en général, c'est le site du créateur ou alors le site qui donne un peu plus d'informations sur l'œuvre en question. Et on a un même bouton uniquement qui s'affiche uniquement quand le créateur connecté est bien le propriétaire, enfin le propriétaire du jeton pardon, est connecté. Et bien là, à ce moment-là, il peut voir directement un bouton, un lien secret qui pourrait être consulté. Donc uniquement le propriétaire du jeton peut voir le lien secret. Donc ça permet d'aller voir des informations ou même recevoir des invitations ou avoir des informations un peu plus confidentielles qui n'est réservé qu'uniquement au propriétaire. Voilà, donc c'est assez simple sur le fond. Alors pour créer un token, je vais vous montrer aussi rapidement. Donc créer un token, c'est simple. On dépose ici un fichier, le fichier qui va être le fichier source. Donc ça permet aussi de créer des certificats d'authenticité et voilà, je vais le mettre ici. C'est le fichier zip qui s'appelle lazoconte.zip dans lequel j'ai mis toutes les caractéristiques en fait de mon œuvre. Voilà. Et là, je vais pouvoir créer un jeton facilement. Alors, soit avec mon adresse Ethereum qui est connectée, je peux même le créer pour le compte d'un tiers. C'est-à-dire que c'est-à-dire que nous-mêmes, on peut créer des tokens pour des créateurs qui ne sauraient pas utiliser, par exemple, MetaMask, etc. On peut le créer pour eux. L'empreinte numérique du fichier que je viens de mettre est là. Alors le fichier, ce qui est important, c'est qu'on ne l'a pas. C'est-à-dire que vous gardez la totale confidentialité de votre fichier zip, de tout ce qu'il y a dedans. Nous, on ne le télécharge pas. C'est-à-dire que ça permet juste de créer l'empreinte numérique, mais les fichiers ne sont pas téléchargés. Ensuite, on peut rajouter une photo. Hein. On va mettre la Joconde, par exemple. Voilà. Hop. On va mettre sa catégorie, enfin je ne vais pas tout faire, hein, c'est simple. Le titre, la description, on peut rajouter une vidéo YouTube ou Vimeo. On va mettre les royalties du créateur qui ne pourront plus être changées puisque ça c'est écrit dans la blockchain. Le lien externe, le lien secret, donc ça c'est le fameux lien qui ne pourra se déverrouiller uniquement si on est propriétaire. Et le lien externe public, donc ça c'est ouvert à tous. On accepte les conditions générales et on crée le token. Et en quelques secondes, le token est créé. Et en quelques secondes, du coup, le token, une fois créé, donc nous on fait une modération, on regarde quand même rapidement si le token n'importe quoi n'a pas été créé. C'est l'avantage aussi d'avoir des créateurs certifiés, c'est qu'on est sûr qu'on ne va pas non plus créer des tokens un peu idiots. Donc on va quand même vérifier le contenu et ensuite il est en ligne et il sera publié directement là. Voilà, écoutez, je crois que ça fait un peu trop longtemps que je parle, donc je vais vous laisser vous me poser des questions si vous en avez. Euh, alors je vous écoute, je vous laisse prendre la parole. J'ai cru voir qu'il y avait des questions qui étaient apparues. Ok, alors je préfère que quelqu'un prenne la parole, c'est mieux, parce que sinon je ne vais pas avoir le temps de toutes lire les questions. Allez-y, je vous écoute si vous avez des questions, sinon je les reprends. Alors là, il y a une question, quelle est la valeur juridique d'un NFT? Alors la valeur juridique du NFT, c'est pas la valeur juridique du NFT, c'est la valeur juridique de l'œuvre qui est tokenisée. Donc finalement la valeur, c'est la valeur que c'est l'offre et la demande. Si quelqu'un est prêt à acheter un token 10 000 euros pour une œuvre d'art, eh bien la valeur de l'œuvre est de 10 000 euros. Euh, Sachant que en plus la valeur d'achat est inscrite dans la blockchain, elle est ancrée dans la blockchain. Donc si quelqu'un l'a acheté tel prix, forcément c'est le prix c'est le prix auquel on va dire la valeur juridique d'un NFT finalement c'est le prix auquel est prêt à au prix auquel quelqu'un est prêt à l'acheter. Je vois que quelqu'un veut prendre Bonjour. la parole. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je vous ai posé une question tout à l'heure. C'est qui est en charge, qui prend en charge les coûts de mint du NFT? Alors les NFT, toutes les opérations de transaction sont prises en charge par le créateur. D'accord. Donc vous payez pas les frais de gaz en fait, Alors nous non. sauf Alors, à l'achat. Alors nous, on paye les frais de gaz si on crée les NFT pour le compte de tiers. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes un artiste et vous ne savez pas utiliser tout ça, vous nous dites, moi, je voudrais tokeniser des œuvres d'art. Vous nous envoyez un fichier zip avec toutes les caractéristiques de votre œuvre. Alors d'abord, on va vous certifier, on va vérifier que vous êtes bien. Mhm. Et ensuite, on peut le créer pour vous. Et là, c'est nous qui allons payer les gaz. Mais Oui, en ils seront général, reportés sur le prix. voilà, exactement. Ils sont reportés sur le prix d'une prestation qu'on vous vendra en fait. Ok, d'accord. Merci. Alors du coup, je Oui, reprends. Oui, allez-y, allez-y. S'il y a des oui, questions en bonjour. direct, c'est mieux. Oui, j'avais une question. Imaginons que j'achète donc un NFT. Une fois que j'en suis propriétaire, je voudrais juste bien comprendre.
techniquement, c'est-à-dire que dans mon MetaMask, Oui, je vais avoir l'adresse dédiée, alors que toutes les personnes qui n'ont pas acheté n'auront pas cette adresse. ah, C'est-à-dire que exactement. Bah, en voilà, fait, on c'est va ça. aller voir. On va aller faire ici. Bah, on va prendre sur la plateforme qui est en prod, hein, la vraie plateforme. Et si je veux voir ce que je possède, je vais donc me connecter, connecter mon MetaMask, et à ce moment-là, il va, entre guillemets, scanner ce que j'ai et dire, ah bah tiens, je reconnais telle adresse, Alors, ça correspond donc à tel doc, et donc je peux éventuellement le présenter. exactement. Alors là, par exemple, on va le voir. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous savez utiliser Etherscan, c'est un explorateur de blockchain. Mhm. Là, on voit par exemple qu'il a été créé et qu'il a été envoyé à telle adresse. Donc, on va aller cliquer sur l'adresse. Là, je suis sur le wallet. Donc là, nous, on a créé les NFT pour la société Fine Art. Fine Art, c'est la société Mhm. qui nous a mis à disposition les gens. Donc du coup, on voit qu'il a 0 Ether. Il a réalisé aucune transaction puisque c'est nous qui les avons fait. Par contre, dans son portefeuille, on voit qu'ici, il a 8 certis, ça s'appelle des certificates chez nous. Et voilà, on retrouve les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc les 9 tokens, ils sont dans son wallet. Donc s'il se connecte, par contre, ça pour le coup, c'est vraiment son wallet. Nous, on ne possède pas la clé privée de son wallet. Donc là, il a sur son wallet, c'est X tokens. Donc ça fait 7 tokens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pardon. C'est 8 tokens. Ensuite, s'il veut déclencher une enchère, il sera obligé de créditer son wallet et il pourra le déclencher une enchère. Oui, enfin, pour déclencher l'enchère, c'est, entre guillemets, euh, je me connecte à la plateforme et là, Voilà, exactement. je connecte voilà. Non, moi, c'était bien pour comprendre d'un point de vue propriété, quand je suis propriétaire d'un token, en fait, il est, entre guillemets, déposé dans mon wallet. Exactement. D'accord. Et pour bien comprendre, une fois qu'il est Mhm. déposé dans mon wallet, si moi je suis pas connecté, euh, quand- est-ce que quelqu'un d'extérieur peut toujours voir des informations concernant euh, le NFT en question? Oui, votre wallet, c'est en fait, c'est ça, un wallet, hein, c'est une adresse comme ça. C'est un Hmm. peu comme l'IBAN en fait finalement d'un compte bancaire. C'est public. Donc moi d'ailleurs là, je suis sur le compte de mon client. Je vois ce D'accord. qu'il a. Donc je vois l'intérieur. Par contre, si vous voulez quand même prouver que c'est bien votre wallet, parce que c'est bien beau, vous me dites, regardez, c'est mon wallet, j'ai des tokens, donc du coup, merci de me livrer l'œuvre d'art. Bah non, parce qu'il va falloir que vous puissiez envoyer le token que vous possédez directement chez l'artiste pour récupérer l'œuvre. On est d'accord. Donc à un moment, il faut quand même que vous puissiez prouver que vous êtes bien le propriétaire du wallet. Oui, d'accord. Oui, ça c'est Ouais, ouais, ouais. si je voulais l'envoyer. Non, ce que je voulais savoir, c'est en fait si je récupère donc un NFT, Mm. du coup, plus personne ne peut accéder aux informations telles qu'elles étaient là, par exemple l'image. Alors l'image, oui, si, tout est visible. Et sauf le lien privé. Le lien privé, vous êtes le seul à pouvoir l'ouvrir. Par D'accord. contre, tout ça, c'est visible, bien sûr. Mais enfin, après, on n'en fait rien. C'est juste un certificat. Finalement, c'est juste un certificat qui vous permet de montrer ce qu'il y a dedans. Mais l'œuvre physique, c'est vous, en fait, le propriétaire de l'œuvre physique, en fait. D'accord, oui, c'est le propriétaire, celui qui l'a dans son wallet, qui en est le propriétaire. Eh ouais, Par exactement. contre, il y a une partie du contenu qui est, entre guillemets, visible. Il suffit de se connecter sur l'adresse. Ah bah D'accord, complètement. Ouais. d'accord. Du, Soit, du coup, ça veut dire qu'à tout moment, je renvoie mon NFT vers l'artiste pour recevoir le exactement. tableau en question et à ce moment-là, il le brûle. Voilà, exactement. Ok. Et du coup, quelle différence avec Super Rare? Ah, Super R, bah Super Rare. c'est quoi? Super rare. C'est Ah une. oui, Super Rare. Ouais, ouais, Pardon pardon. en français. Ouais, enfin, j'aurais pu faire l'effort de comprendre. Oui, super rare. Bah, en fait, alors, je connais pas, je vais pas rentrer dans le détail de ce qu'ils faisaient. Nous, l'avantage, alors je crois pas qu'ils aient des créateurs certifiés, sauf erreur de ma Bah part. si, justement, c'est le principe de Super Rare. D'accord. Bah, écoutez, je regarderai. Je connais pas plus que Ok. ça. Après, est-ce qu'ils ont des liens secrets? Est-ce qu'ils ont, je sais pas. Ok. Faut que je regarde. Après, des plateformes, je ne vous le cache pas, Oh, il on y en a n'est pas plein. voilà, il y en a plein. Après, il faut que tout le monde y trouve en fait un peu son compte. Il y a OpenSea, hein, pour pas les citer, les plus gros sont connus. Par contre, la certification, je crois qu'ils commencent à s'y mettre gentiment. Moi, je Oui, trouve on est loin. personnellement qu'OpenSea, il y a un peu tout, quoi. Bah, c'est Alors que, bon, nous, on veut vraiment essayer de créer une plateforme
avec des créateurs certifiés, mais surtout, on va dire de la qualité. Peut-être qu'il y ait moins de volume, mais en tout cas qu'il y ait plus de qualité sur la plateforme. Donc il y a Ok. des avantages partout, hein. Après, c'est à vous de faire effectivement un benchmark. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais en reprendre. Il n'y en avait pas énormément de posées en question. Quid du mint et des frais? Ça, c'était Jonathan, vous me l'avez déjà, j'ai déjà répondu. Le fichier zip est-il stocké de manière centralisée? Alors non, absolument pas. Le fichier zip, alors d'ailleurs, ça peut être un fichier zip ou une image seule, un JPEG ou même une vidéo qui peut même faire 5 Tera. Peu importe, de toute façon, le fichier n'est pas téléchargé. C'est au moment où vous allez le déposer dans la zone de création du certificat, ici. Hop, créer un certificat. Vous allez pouvoir déposer ce que vous voulez, mais en fait, il n'est pas téléchargé. Donc, même si le fichier fait 2 Tera, ça va prendre quelques secondes pour créer son empreinte numérique. Donc, que ça soit un fichier zip ou quoi que ce soit, c'est pas stocké. C'est absolument pas stocké. Par contre, il faut que vous gardiez le fichier original. Pourquoi il faut que vous gardiez le fichier original? Parce que grâce à ce fichier original, vous pourrez à tout moment prouver de la paternité de votre fichier. En fait, l'horodatage de blockchain, c'est reconnu aujourd'hui, juridiquement. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, vous pourrez dire, moi, j'ai déposé telle empreinte numérique à telle date, et le fichier source, je l'ai. Donc, à un moment, je sais reproduire l'empreinte numérique et en plus, je l'ai horodaté à telle date. Donc, ça permet à tout moment de prouver que vous êtes le créateur du certificat et surtout le propriétaire des fichiers sources. Parce que si personne ne possède les fichiers sources que vous avez, personne n'est capable de recréer l'empreinte numérique de lui-même. Donc, voilà. Donc, la réponse est la suivante. Donc, les fichiers ne sont pas du tout téléchargés ni centralisés. Ça reste sur votre disque dur, hein. Ok. Puis-je migrer des NFT Ether compatibles OpenSea, rares, etc. sur mon compte French ICO? Alors, non. Nous, nos tokens, c'est des ERC 721 améliorés, puisqu'on rajoute de la data dedans. Mais par contre, nous, nos tokens pourraient être compatibles OpenSea. Pourraient, j'ai bien dit. On ne les a pas rendus compatibles parce que notre intérêt n'est pas que les gens créent des tokens chez nous et ensuite qu'ils partent sur OpenSea pour les vendre. Donc on les a, ils sont verrouillés. Mais par contre, si demain on a un client qui nous dit bah moi je voudrais qu'il soit compatible avec OpenSea, on peut, grâce à nos paramètres, on va lui rajouter des paramètres dans son token qui va le rendre compatible avec OpenSea. Première chose. Par contre, l'inverse, vous ne pouvez pas acheter un token OpenSea et ensuite le transférer sur notre plateforme, puisque toutes Et, les images qui s'y affichent, etc., en fait, sont liées d'une plateforme à une autre. et dernière question, Ouais. je suis le propriétaire d'un tableau, Mhm. mais pas le créateur parce que bah, c'est un vieux tableau de 1700. Ouais. Je veux le mettre sur votre plateforme, c'est faisable, c'est pas faisable? Alors là, là, on vérifiera votre identité, de toute façon. Donc ça engage. Après, oui, oui, c'est faisable, bien sûr. Si vous avez un tableau chez vous que vous voulez tokeniser, vous pouvez le faire. Par contre, on aura vérifié votre identité. Donc si vous vendez un faux, Oui, bien euh, sûr. vous engagez votre responsabilité. Ça, c'est du pénal. C'est-à-dire que Oui, derrière, oui, oui, c'est le voilà. Know Your Client, oui, oui, c'est habituel, ok. Exactement. Donc oui, par contre, on aura vérifié votre identité avant. Je- J'avais Allez-y. une autre question, oui. Je revenais parce que souvent on se base sur des fichiers d'images. Je voulais comprendre, par exemple, imaginons que j'ai un fichier qui est plutôt un fichier musical. Oui. J'ai fait une création extraordinaire. Lorsque je vais déposer dans créer, quand je vais créer, je vais appuyer sur déposer, je vais donc déposer un fichier musical, donc un fichier son. Oui. Par contre, je vais rentrer des caractéristiques que j'ai vues, qui par exemple mettre une image, donc ça je peux mettre une image de n'importe quoi, Mhm. des caractéristiques du genre je l'ai créé tel Donc, jour, telle heure, enfin voilà, ouais. des informations. Mhm. Euh, une fois que je l'ai créé, imaginons que ce que je voudrais comprendre Mhm. bien, c'est qu'est-ce qui est visible ou pas euh, par quelqu'un qui voudrait, qui serait intéressé. C'est-à-dire que lorsqu'il va aller sur la plateforme, il va voir l'image, mais en réalité, ce qui l'intéresse, c'est le son. Oui. Il, comment il accède à ça? Bah, par le lien privé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, là, il faudra mettre dans la description, le NFT contient 10 titres de mon album, 10 titres originaux, peut-être les fichiers, enfin, comme vous pouvez faire un zip, vous pouvez mettre des fichiers son, vous pouvez mettre les partitions, vous pouvez mettre les paroles, vous pouvez mettre quelques photos de l'artiste, enfin, on peut mettre ce qu'on veut en fait dans un zip. D'accord, Donc ensuite, par contre, le propriétaire pourra accéder au zip, donc au fichier source finalement, euh, via le lien privé. Et là, d'accord. c'est uniquement le propriétaire qui a accès. Donc là, il va cliquer dessus, il va avoir le fichier source. Mais si au moment où je veux le vendre, donc ça veut dire que les acheteurs potentiels n'ont pas accès à tout.
Ah non, ces informations-là non. non, C'est ils comme n'ont si je dis pas. que je vends mon album sous ce format-là, Mm. personne ne peut l'écouter une première fois pour dire bah ça me plaît, j'ai envie de l'acheter. Non. Non. Par contre, celui qui l'a acheté une fois, il l'achète une fois, il va télécharger donc du coup les fichiers sources et il va les D'accord. garder pour lui, il va pouvoir les écouter. Si ensuite il revend le token, il peut, hein. Il revend le token à quelqu'un d'autre. Bah pareil. Donc en fait, à chaque fois qu'il aura été vendu, quelqu'un pourra le récupérer. D'accord. Par contre, éventuellement, il aurait pu garder les fichiers sources et continuer d'écouter autant de fois qu'il veut. Ah bah après, il a les fichiers sources, donc il en fait ce qu'il veut. D'accord. Il pourrait aussi, j'ai envie de dire, les rendre publics sur Internet, parce que ça, on m'a fait la remarque. Il Ouais. pourrait, mais il n'a pas intérêt à le faire. Oui, bien sûr. Puisque d'abord, ça va faire perdre de la valeur à son token, qu'il pourrait revendre, donc il va pas le faire. Ou alors s'il le D'accord. fait, il est un peu idiot, mais pourquoi pas. Non, non, Et bien sûr. C'était pour bien comprendre comment les éléments qui sont dedans sont perçus par les gens qui sont intéressés. En fait, il et faut bien comprendre qu'il y a vraiment des données publiques, donc tout ce qu'on a envie de raconter sur le contenu du token, et il y a les données privées, et c'est ça le vrai privilège en fait. Le privilège, c'est que le token, ça devient vraiment une clé. Et ces données, ben, on peut les télécharger. Et peut-être que l'artiste, il peut même rajouter dans son lien privé, il peut rajouter une invitation dans les loges lors de son prochain concert. En fait, il peut rajouter des trucs en fait. Donc en plus, il peut rajouter du contenu au lien privé. Donc ça veut dire que le token, il y a une vraie expérience utilisateur qui continue. Donc même s'il change de main, eh ben, peut-être que le nouveau propriétaire, il aura accès à des informations que le précédent propriétaire n'avait pas, D'accord. n'aura pas eu. Donc voilà. Il peut rajouter un titre dans son album, il peut rajouter plein de oui, choses. et une question qui fâche, votre modèle économique à vous, c'est lequel? Alors nous, C'est on quoi? prend 2,5% à chaque vente. Oh, c'est pas énorme. Ok, d'accord. Alors c'est pas énorme parce qu'on vise le volume Bah ouais, non, mais bien et sûr. puis puis après nous on fait de l'accompagnement, tout ce. Là on a beaucoup de personnes en fait. Alors c'est peut-être un des avantages aussi qu'on a par rapport à des plateformes étrangères ou même des OpenSea où finalement on peut appeler personne. Nous les gens viennent nous voir, nous contactent en disant bah moi je suis un artiste, je sais pas, j'ai entendu parler des NFT, il faut que j'en fasse parce que c'est chouette, mais je sais pas le faire. Et ben là on les accompagne et là on vend de la prestation en fait. Très bien. Donc, Ok. si vous êtes un artiste ou si vous êtes un viticulteur qui avait des bouteilles de vin tokenisées, contactez-nous, on le fait pour vous en fait. Non, moi j'ai beaucoup d'artistes qui me contactent, mais je Mm. sais pas comment. Mais bon, je vous Voilà. en reparlerai. Oui, oui, avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, écoutez, c'est très bien au niveau du timing. Vous avez vu, ça vous a fait un petit break de 42 minutes pendant l'heure du déjeuner. Euh, Est-ce que je peux vous rajouter une question? oui, oui, allez-y, je vous en prie. Ma question était la suivante. Est-ce que c'est possible de faire en sorte qu'un NFT ne soit vendu qu'une fois? C'est-à-dire que je le mets en vente, donc quelqu'un va l'acheter, et par contre, il ne pourra pas le revendre. C'est-à-dire qu'il est propriétaire, entre guillemets, à vie de ce Non, document. alors non, on Non, peut pas. d'accord. On peut pas, puisque le token, il peut même être transféré, donc on pourrait même l'envoyer sur une autre adresse. Donc non, on ne peut Ah pas. oui, oui. Oui. Donc on pourrait même pas bloquer une vente parce on n'a pas prévu cette hypothèse, mais donc voilà. Par contre, c'est une chose est sûre, c'est qu'au moment où, alors en plus c'est pas vraiment l'intérêt, parce que l'intérêt c'est que si vous êtes un artiste et que vous créez un token qui va être vendu à quelqu'un qui va l'acheter, euh, il peut très bien vous demander. Alors d'ailleurs, le lien secret, le fameux lien secret, soit c'est les fichiers, parce que je vois pourquoi vous posez la question, c'est soit il va télécharger les fichiers, ou alors vous mettez un lien où il vous demande de vous contacter. C'est-à-dire que c'est vous qui allez lui envoyer les fichiers. Et à ce moment-là, vous récupérez le jeton et vous le détruisez. Vous détruisez le Hmm. jeton. C'est-à-dire qu'il a été vendu finalement qu'une fois. Bon. Ma question derrière n'était pas du tout parce que je voulais sortir de l'éventuel que de l'aspect artistique. Ouais. Où en effet, l'aspect artistique, c'est souvent il y a une prise de valeur et donc quelqu'un qui un jour veut revendre. C'était l'idée de dire que quelque chose qui est émis une bonne fois pour toutes. J'ai n'importe Ah, quoi. d'accord. Si c'est un diplôme, bah un diplôme, une fois que je l'ai Ah et oui. je le revends pas. Non, non. Si mon école me donne mon diplôme et me le donne sous format de NFT, avec peut-être des informations en plus qui sont la vidéo de quand est-ce qu'on m'a remis le diplôme et que j'ai jeté mon Ouais. chapeau en l'air, j'ai n'importe quoi. Ce n'est qu'à moi. Et alors si je veux le transférer à quelqu'un d'autre, pourquoi pas? C'est comme si je lui refilais mon diplôme papier. Mais par contre, je ne veux pas le revendre ou le renvoyer à quelqu'un d'autre. Après, vous Voilà. pouvez créer, parce qu'effectivement, il y en a aussi qui veulent créer des NFT pour protéger des idées, par exemple. Vous pouvez très bien faire ça, mais vous ne le vendez pas, tout simplement.
Comme vous êtes créateur propriétaire, bah vous le vendez pas. Donc comme vous le vendez pas, il est à vous, puis il reste chez vous. Mais par contre, ça a permis de redater quelque chose. Et ça, il y en a D'accord. qui nous l'ont dit. La question nous a été posée plusieurs fois. Donc oui, on peut le faire. C'est-à-dire que vous créez un NFT, vous voulez protéger, par exemple, une idée, un brevet, Mhm. et ben vous le mettez tout ça dans un fichier zip. En plus, l'avantage, c'est qu'on peut mettre un tas d'informations dans un fichier zip, beaucoup plus que dans une enveloppe solo. Et du coup, vous pouvez horodater votre idée. D'accord. Voilà. Parce que l'empreinte numérique de votre idée qui est dans un fichier zip, en fait, ben, vous êtes le seul à la connaître, cette fameuse empreinte numérique qui est ici. Là. Voilà. D'accord. Et c'est là où l'importance de ne pas perdre les documents initiaux. C'est-à-dire que le jour où Ah bah quelqu'un oui, voudrait dire c'est moi qui l'ai découvert, moi je pourrais à partir exactement. des fichiers initiaux redémontrer que c'est moi qui ai l'empreinte là. Voilà. D'accord. Et là, en photo, parce que c'est toujours sympa d'avoir des tokens illustrés, mais si en photo, vous pouvez très bien mettre la photo de votre idée. Enfin, Bien voilà. sûr. C'est juste parce que le visuel, il est important. Sinon, on se retrouve avec rien, ça n'a pas de sens. Mais après, Bien sûr. on peut très bien ne pas l'afficher à l'écran aussi, hein, si vous le souhaitez. Hein. C'est pas un problème. Non, non, mais c'était pour comprendre pour un autre créneau qui était l'éventuelle protection de quelque chose. Alors, par contre, on n'en a pas assez parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est le côté royalties, alors qui sont intéressants dans le cadre des artistes, que souvent les artistes, il y a tellement d'intermédiaires entre un artiste et les acheteurs, ceux qui se font un peu plumer au passage. Là, l'avantage, c'est que l'artiste, il va toucher, dans ce cas-là, le créateur, pardon, 10% de royalties à chaque vente. Enfin, plus-value. Donc ça veut dire que plus le tableau va être vendu, plus le NFT va être vendu et plus le créateur va toucher des royalties. Alors on a eu des cas intéressants aussi, là on a des artistes qui veulent faire ça, ils veulent mettre 10% par exemple de royalties et ils se disent bah moi je vais reverser 5% de mes royalties, enfin 50% donc 5%, je vais les reverser à une association. Voilà. Et ça je trouve que c'est vraiment intelligent. C'est-à-dire qu'il va se dire je vais faire 10% de royalties et dans ces royalties je vais en reverser pour une association. Alors c'est des artistes qui sont qui ont quand même qui sont plutôt focus sur des projets très, très éthiques, comme l'écologie ou le racisme, il y en a, c'était ça. Donc et bah, du coup, il va reverser une partie de ses gains à une association, qui est absolument pas idiot. Il y a plein de choses à faire. Hein. Les NFT, c'est nos limites. Hein. Les limites, c'est vous qui les avez. On a aussi, je vous donne plein d'idées parce que ça peut vous en donner d'autres. Donc, il y en a un qui veut créer. Alors, je le dis, puis c'est pas du tout confidentiel hein, parce que j'en ai parlé avec lui. Et l'idée à la base venait de moi. C'était de créer en fait une chasse au trésor. Alors, moi, je me sens pas du tout. J'ai pas envie de la créer parce que j'ai pas le temps. Mais on pourrait très bien créer une chasse au trésor avec des NFT. On crée 5 ou 10 NFT et chaque NFT contient en fait une donnée, des coordonnées GPS par exemple d'un endroit où on peut faire ce qu'on veut. Des trucs de dingue. Donc voilà. Donc les idées, c'est vous qui les avez. Nous, on a la plateforme. Je vous remercie beaucoup. S'il y a encore d'autres questions, n'hésitez pas à m'appeler. Pardon, J'ai une allez-y. question. Allez-y. Ça sera la dernière. Oui, est-ce que le NFT est partageable individuellement pour avoir plus de visibilité sur le web, comme une vidéo YouTube, par Oui. exemple, si je veux le mettre sur un réseau social, sur un blog? Alors oui. Alors ça, je ne l'ai pas dit là. Alors déjà, chaque créateur a sa propre galerie. Donc si vous êtes créateur, il y aura il y a un lien URL qui existe pour avoir juste la galerie. Parce que sinon, on va se retrouver avec plein de trucs. Donc déjà, ça c'est pour la partie galerie. Et là, cette œuvre-là, par exemple, si vous voulez la partager sur les réseaux sociaux, tout est prévu. C'est formidable. En fait, c'est le lien URL que vous pouvez partager ici. Ou alors, il y a même les boutons qui sont faits pour. C'est-à-dire que Twitter, LinkedIn, Facebook. Et là, on peut même l'intégrer sur un site que vous avez. C'est-à-dire que ça va intégrer la petite vignette directement dans votre site. Mais sinon, si vous partagez ça, par Et exemple... ouais. votre plateforme est responsive, on peut Ah oui, oui, facilement faire complètement. les transactions sur un smartphone. Oui, alors moi, non, on conseille d'utiliser Opera Mobile, parce qu'Opera Mobile marche très bien. Donc là, je suis sur version mobile. On va voir à quoi ça ressemble. Après, je vous invite à le faire. Là, je vous réponds à la dernière question. Et voilà. Et là, en fait, et même les vignettes sont assez jolies d'ailleurs. On retrouve les vignettes ici directement. Après, on peut cliquer dedans. Et moi, je vous invite à utiliser Opera Mobile. Donc, c'est très bien parce que Opera, c'est un navigateur hein, classique. Et en plus, il intègre un wallet Ethereum. Donc, du coup, vous êtes nativement en fait Web3 qu'on appelle. C'est-à-dire que
vous pouvez utiliser directement notre application via votre smartphone. Donc c'est génial. Voilà, messieurs, dames, j'ai vu qu'il y avait quelques dames aussi connectées. Je vous remercie beaucoup. Je vais devoir couper, je suis désolé. Mais merci beaucoup à tous pour vos questions, votre participation. Bah, n'hésitez pas à en parler autour de vous, hein, c'est comme ça aussi qu'on grandira. Et puis si vous avez des questions, bah, je pense que vous avez tous mes coordonnées. Et oui, puisque je vous ai renvoyé un mail ce matin. Donc n'hésitez pas à me recontacter. Voilà, merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci, au revoir.